Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Plus de 100 000 personnes vivent en Belgique sans titre de séjour ni contrat de travail. Elles vivent à nos côtés, travaillent parfois avec nous ou pour nous. Leurs enfants vont à l'école et pourtant elles sont condamnées à la clandestinité, à l'insécurité permanente car elles ne disposent pas de titre de séjour légaux. Une série d'associations, d'artistes, de citoyens ont décidé de se mobiliser pour exiger des politiques une régularisation des personnes sans papier. Une action sera menée le vendredi 21 mars, journée mondiale de lutte contre le racisme. Et dans la continuité, le dimanche 23 mars, une manifestation nationale sera organisée à Bruxelles pour la lutte contre le racisme et les discriminations. On en parle dans notre émission ce soir. Libre Ensemble, Vinciane Colson, Jacques Nizin. Alors j'ai le plaisir d'accueillir en studio Pierre Galland, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président du Forum Nord-Sud, vous êtes à l'initiative de cette opération Stand Up for the Invisible, donc cet appel à mobilisation pour les personnes sans papier du 21 mars. À vos côtés, Sarah Deliemchine, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes co-directrice du pacte Présence et Action culturelle. Et enfin, Serge Bagamboula, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes porte-parole de la coordination des sans-papiers et membre du bureau d'études des sans-papiers. Alors, Pierre Galland, qu'est-ce qui vous a poussé à lancer un appel à mobilisation pour les personnes sans papier le 21 mars prochain? D'abord, parce que nos sociétés ont une tendance à invisibiliser complètement une situation. C'est-à-dire que c'est de l'apartheid vis-à-vis d'une partie de notre population, de faire en sorte qu'il n'existe pas. Quand vous habitez le centre de Bruxelles et que vous rentrez chez vous le soir, vous rencontrez des tas de gens qui sont dans les rues, qui sont abandonnés et qui sont inquiets. Inquiets comme cette mère qui conduit son gosse à l'école et qui rentre chez elle et un contrôle de police entre-temps pour une raison X. Et voilà que madame est sans papier, on l'amène au centre fermé et la direction se trouve avec un gosse qui est abandonné. Et donc, on est dans une situation qui est devenue, sur le plan des droits humains, complètement inacceptable. Et on régresse sans arrêt. Le gouvernement qui vient d'arriver n'a fait que prendre des mesures qui sont purement régressives par rapport aux droits humains essentiels de tout être humain vivant sur le territoire de la Belgique. C'est ça qu'il faut pouvoir dire. Et donc, en tant que citoyens, nous étions réunis pour dire mais qu'est-ce que nous pouvons apporter comme contribution à l'occasion de cette semaine, parce que c'est toute une semaine qui va se produire. Ce sont des initiatives qui sont prises partout, tant en Flandre qu'en Wallonie, à Liège, à Anvers, partout. Il y a des initiatives et nous avons pensé à une initiative un peu originale et je vous raconterai simplement en 2 mots. Elle vient du fait qu'un jour, en 1988, des Chiliens qui étaient sous la domination de Pinochet m'ont appelé pour dire « Tu ne peux pas ramener ici quelques artistes qui accepteraient de sortir dans la rue au moment du couvre-feu ». Et 300 artistes ont convergé vers le Chili, sont sortis dans la rue au moment du couvre-feu et toute la population chilienne est sortie dans les rues. Et Pinochet n'a plus jamais osé rétablir le couvre-feu. Ici, c'est ça que nous voulons faire, c'est appeler à une force citoyenne pour contrer la dérive de nos autorités, tant en Belgique qu'au niveau de l'Europe. Et c'est ça l'objectif, d'appeler des artistes à venir. Ils seront dans la rue, ils vont rencontrer les citoyens et ils vont aussi pétitionner pour qu'on régularise les sans-papiers. Il n'y a pas eu de régularisation ces 15 dernières années, alors que précédemment, régulièrement, notre gouvernement régulariser les sans-papiers. Aujourd'hui, il y a encore des États qui régularisent les sans-papiers. L'Espagne va régulariser 900 300 000 par an à partir de cette année. Hein. Et l'Italie, dont on peut dire le pire avec Madame Meloni, eh bien, par la bande, il y a des régularisations. Pourquoi est-ce que la Belgique n'en ferait pas? Et pourquoi est-ce qu'on s'obstine à faire plaisir à une extrême droite qui tente de présenter le migrant comme l'ennemi, le migrant comme celui dont il faut se débarrasser, alors que nos entreprises en ont besoin, alors que nos sociétés ont besoin de main-d'œuvre aujourd'hui et que parmi ces gens, il y a des gens d'une très grande qualité qui sont là, sans papier. Nous exigeons de notre gouvernement qu'il régularise ces 100 et peut-être 120 000, même sans papier, et qu'on arrête cette espèce de chasse aux sorcières à l'encontre du migrant. Bah oui, Serge Bagamboula, on parlait effectivement 100 000, 120 000. Enfin, en fait, on ne sait pas vraiment estimer le nombre de personnes sans papier. Et vous me disiez tout à l'heure, en fait, c'est pas tellement qu'on ne sait pas l'estimer, c'est que tous les jours, finalement, il y a des nouveaux sans papier. Oui, effectivement, l'Office étranger, c'est l'usine qui crée les sans papiers. Mais nous, c'est depuis 2014 que nous sommes sur le terrain. Nous essayons de mobiliser, sensibiliser et créer des ponts avec les Belges pour montrer que voilà,
la situation des sans-papiers, en fait, c'est une crise oubliée. Voilà. En 2014, on a fait la caravane des sans-papiers. La caravane des sans-papiers a conduit le CNCD 1111 à créer la campagne des communes hospitalières. Beaucoup de campagnes ont été réalisées. La toute dernière, qui on pensait vraiment serait salvatrice, c'était In My Name, où les citoyens belges ont quand même signé une pétition de 35 000 signatures et ont proposé un projet de loi au Parlement, sauf que le gouvernement défunt n'a rien voulu voir. Et donc, c'est quand même désolant. Aujourd'hui, les personnes sans papier sont dans une situation vraiment de détresse. Voilà, c'est une souffrance mentale qu'ils vivent. C'est une souffrance qu'on peut appeler aussi existentielle parce que l'avenir est bouché. Beaucoup de vraiment 10 ans, 15 ans à ne plus se projeter alors qu'ils ont des compétences, ils ont été formés ici, ils se rendent même déjà utiles dans cette société. Et donc, tous les gouvernements ont, comme l'a dit Pierre Galland, ils ont marché carrément sur leurs fondamentaux, les droits humains. Parce que quand on ne met pas les droits humains au centre des préoccupations des politiques, vraiment, il faut s'attendre au pire. Hein. C'est ce que nous avons continué à dire. Moi qui les rencontre tous les jours, c'est des femmes et des hommes. C'est parce qu'il se passe dans la tête des enfants qui deviendront adolescents, majeurs, tout ça là. Qu'est-ce que ça va se passer? Donc nous pensons qu'il y a possibilité de rectifier le tir et de se dire que non, il faut intégrer les personnes sans papier dans l'état de droit parce qu'on ne peut pas continuer à les ignorer, à les oublier alors qu'ils sont ici. Les rendre invisibles, ça ne servira pas à la société. Ouais. Oui, comment connaissant de la Belgique, vraiment, voilà, pour son avenir aussi, il a besoin des migrants, comment on descend. On ne peut pas continuer à être dans les dénis de cette situation, de cette réalité. Oui, parce qu'effectivement, je vous coupe juste, mais c'est vrai que quand on voit les chiffres des dernières régularisations, Pierre Galland disait qu'il n'y en avait plus depuis 2009. Et effectivement, avant, il y en avait eu une en 1974, une grande campagne de régularisation, en 1999, donc en 2009. Et on voit que ça a eu des répercussions positives, même en termes économiques, en termes sociaux, au-delà même de la question des droits humains et de cette détresse dans laquelle se plongent ces gens. Il y a vraiment un effet positif sur la société. Ce n'est même pas les sans-papiers qui le disent, ce sont quand même les grands sachants, ceux qui donnent du savoir à l'université qui le disent, les géographes, les démographes, les sociologues, tout ça le disent. Régulariser les sans-papiers, c'est aussi apporter un plus dans la société. Donc c'est devenu carrément purement idéologique. Si tous les projets, la litanie qu'on lit dans l'accord du gouvernement, mais je ne sais même pas si c'est réaliste, c'est de l'enfumage, c'est une tromperie, c'est une supercherie. Ils reviennent je propose de revenir sur les visites domiciliaires. Vous voyez la peur qu'on injecte dans la société. Mais là, on va toucher aux droits quand même des personnes. Aller les traquer, la chasse là, il faut que ça s'arrête. On doit arrêter à continuer à criminaliser la migration. La migration, ce n'est pas un crime, ça ne doit pas être perçu comme ça. Au contraire, il faut aller... Pourquoi on ne met pas en valeur tout le bien de la migration? Oui, pourquoi on masque ça? Oui, je voyais que vous vouliez réagir, peut-être Pierre Galland. Simplement, déjà pour dire, dès le moment où vous régularisez les gens, c'est leur dignité que vous leur rendrez. C'est leur capacité d'agir en tant que citoyens dans nos sociétés, d'avoir leur mot à dire sur l'avenir de nos sociétés. Et en plus... Vous savez comme moi que quand on régularise ces populations, les preuves sont faites précédemment, mais c'est tout le système des garanties sociales, des allocations, des paiements d'impôts qui font que finalement, globalement, la société s'y retrouve positivement, elle s'enrichit. Donc, vous combattez en même temps des politiques tout à fait scandaleuses qui sont aujourd'hui dans le bâtiment ou dans les travaux à domicile, où des gens travaillent à ce qu'on appelle au noir. Ils sont en plus avec des risques entiers. Et pour la société, c'est un risque supplémentaire puisqu'ils n'ont pas de protection. Donc, c'est absurde en soi. Et c'est contraire, c'est de l'inhumanité. Et ça, je pense qu'en tant que CAL, en tant que laïc, c'est pour nous une ambition permanente. C'est de rendre la dignité à l'être humain, ici, en l'occurrence, le migrant.
Alors, Sarah de Liemschine, je vais vous donner la parole dans un instant parce qu'on va justement creuser un petit peu cet accord de gouvernement sur la question de la politique migratoire. Mais avant de vous donner la parole, je vous propose qu'on écoute Sotieta Ngo, directrice du CIRE, et Mehdi Kassou, porte-parole de la plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés. Notre collègue Mehdi Toukabri, journaliste pour Espace de Liberté, les a rencontrés. Il nous parle de cette politique migratoire dite la plus stricte que la Belgique ait connue. On les écoute. La politique la plus stricte, on peut se dire, ben oui, un peu de fermeté, un peu d'économie, il va bien falloir passer par là. Quand on regarde les mesures qui sont envisagées, la présentation des phénomènes et des personnes en exil, en fait, il y a très clairement des idées d'extrême droite assumées par ce gouvernement où officiellement le parti d'extrême droite qui existe en Belgique, le Vlaams Belang, n'est pas présent. Alors ce serait malhonnête de dire que ce serait la première fois qu'on voit des idées d'extrême droite colorer la politique migratoire belge. Il me semble que c'était déjà à l'œuvre avant ce gouvernement Arizona, mais ici il y a une espèce d'avènement d'une vision stricte, selon certains, répressive et sécuritaire, qui relaye les idées, la vision de l'extrême droite dans ce chapitre relatif à la politique migratoire. Au moment du changement de nom du Vlaams Blok vers le Vlaams Belang, j'avais fait un travail d'analyse de ce changement d'identité et de ce qu'il racontait. Et j'avais, dans ce cadre-là, étudié et analysé le Zeewetigpuntenplan du Vlaams Blok, qui a amené à la création du cordon sanitaire en Belgique, avec donc une décision claire du politique et des médias de garder l'extrême droite et ses idées dans l'opposition. J'ai un peu croisé les 65 points publiés par Theo Franken et le Zeewetigpuntenplan, et au fait, on est sur un bingo, c'est-à-dire que quasiment toutes les propositions qui sont sur la table aujourd'hui, à une ou deux exceptions près, toutes sont en fait dans le Zeewetigpuntenplan du Vlaams Blok. Et donc on a mais absolument tout, donc en retour immédiat des illégaux, signer des accords bilatéraux avec les pays d'origine, améliorer la coopération économique avec l'Europe, la Turquie, l'Afrique du Nord, ce qui veut dire en fait qu'on conditionne l'aide au développement à une posture de chien de garde de ces pays par rapport aux personnes migrantes. Donc la réorganisation de l'aide au développement, des politiques de découragement de l'immigration, ça s'est repris mot pour mot dans le Zeewetigpuntenplan et c'est repris en l'état mot pour mot dans ce que Franken nous présentait. Donc on a, quand on parle de régression sur les droits, c'est important, mais on a surtout une régression sur le plan des idées, parce que les idées du Vlaams Blok, celles qui ont conduit au cordon sanitaire, sont aujourd'hui installées au 16 rue de la Loi. Et c'est, à mon sens, dramatique. Et oui, en fait, quand je parle de porosité des idées d'extrême droite sur la politique migratoire, c'est parce qu'on voit tous ces glissements. Il y a quand même ici dans ce chapitre migratoire le retour des visites domiciliaires. Moi je parle de rafles de personnes sans papier. À quel moment de notre histoire et sur quelle population on s'est permis d'aller chercher les gens chez eux, dans leur domicile en principe inviolable en Belgique, sur base de leur nationalité ou de leur statut administratif? Il faut quand même s'interroger, se poser les bonnes questions et voir l'évidence. Alors juste d'abord une précision, c'est si vous souhaitez lire l'intégralité de ces interviews, je vous renvoie vers le site d'Espace de Liberté, edl.laïcité.be. Je me tourne vers vous, Sarah de Liemschine. Est-ce que vous avez la même lecture que Mehdi Kassou et Sotieta Ngo de cet accord de gouvernement ? Effectivement, c'est un des accords les plus durs qu'on a eu à vivre en Belgique, avec des choses qui étaient déjà présentes précédemment, mais sur lesquelles les autorités avaient fait marche arrière grâce à des mobilisations associatives. Donc c'est bien de dire aussi que c'est pas parce que c'est dans l'accord que ce sera appliqué. Donc il faut continuer à se mobiliser. Les visites domiciliaires, c'était déjà là, ils avaient fait marche arrière. C'était déjà là sous le gouvernement Michel et sous la mobilisation citoyenne et aussi des juges d'instruction. Tout à fait. L'enfermement des enfants a déjà été mis en œuvre et puis ils ont refait marche arrière puisqu'ils ne respectaient pas le droit international. Donc c'est important de rappeler que ce qui est là, on a encore une mobilisation qui peut payer si on se mobilise tous et toutes. Mais c'est clair qu'on retrouve un catalogue d'horreurs et qui amène en fait à plusieurs dynamiques. D'une part, s'inscrire complètement dans la logique européenne, qui est une logique qui repousse en fait les frontières de l'Europe vers des pays dans lesquels on n'a aucune garantie en termes d'accueil et de migration. C'est aussi une logique
européenne de renforcement de Frontex, dont on sait que c'est une forme d'armée européenne finalement qui ne dit pas son nom. Donc il y a eu tout un pacte migratoire européen qui est vraiment catastrophique de ce point de vue-là. Au lieu de jouer sur une solidarité entre les États qui peuvent ils peuvent effectivement accueillir des personnes en situation de migration, on va payer certains États pour qu'ils accueillent ceux que les autres ne veulent pas payer. Et donc, c'est purement la ligne de la Hongrie, en fait, dans laquelle la Belgique, aujourd'hui, s'inscrit. L'autre dynamique dans l'accord, c'est vraiment dissuader, en fait, les candidats à la migration en rendant les conditions pour introduire des dossiers, que ce soit en asile ou même en regroupement familial, extrêmement difficiles, tant d'un point de vue financier que d'un point de vue administratif. On va fouiller dans les téléphones des gens. Si les gens refusent de montrer leur téléphone pour vérifier qu'ils n'ont pas introduit des demandes ailleurs avant d'arriver en Belgique, leur demande est tout simplement non acceptée à la base. On va favoriser les retours dès que les personnes viennent de pays dans lesquels les conditions géopolitiques sont qualifiées d'acceptables. On va directement entamer des tentatives de retour. Donc on est vraiment à plein d'endroits, par exemple, les autorités disent on va rendre l'accueil le plus sobre possible. En fait, la manière dont c'est rédigé donne l'impression que les candidats à l'accueil et à la migration sont en fait criminalisés dès le départ. On est suspicieux à leur égard. Est-ce qu'ils ne sont pas en train de frauder ? Que veulent-ils venir faire chez nous ? Et donc, c'est aussi un certain discours effectivement d'extrême droite, voire fascisant, que de considérer l'autre, celui qui vient d'ailleurs, comme une menace, comme un danger, et de lui octroyer moins de droits qu'à des citoyens belges. Et quand c'est une autorité publique qui a ce type de discours et qui l'inscrit dans des accords de gouvernement, l'autorité publique doit assumer qu'en fait, elle installe un racisme en fait latent dans la société. Parce qu'elle dit, nous, autorité publique, on considère que ces populations-là, parce qu'elles sont non blanches, parce qu'elles viennent d'autres pays, ont moins de droits que les autres. Donc en fait, on officialise une pensée raciste à l'échelle d'un État. Et ça n'a pas commencé maintenant, puisque je rappelle que l'État belge est condamné plus de 10 000 fois parce qu'il ne garantit pas les conditions d'accueil en matière d'asile et migration. Quand un État est condamné par la justice plus de 10 000 fois parce qu'il ne donne pas les droits fondamentaux à une certaine population, cet État envoie à toute la population un message qui est cette population-là, en fait, est moins humaine que les autres, a moins de droits humains, et c'est vraiment encourager le racisme latent dont on sait ce qu'il produit par ailleurs. J'aimerais aussi dire qu'il y a des questions économiques sous-jacentes. Le matin, si vous habitez à Bruxelles et que vous allez près du canal, près du petit château, dès 6 heures du matin, il y a des centaines d'hommes majoritairement, mais les femmes vont travailler dans d'autres secteurs de manière tout aussi illégale, des centaines d'hommes qui sont chargés par des camionnettes et des entrepreneurs pour aller travailler sur des chantiers à moindre coût. Ce système économique, le gouvernement va le maintenir, voire l'accentuer, parce qu'on permettra moins aux demandeurs d'asile ou aux personnes en situation de migration de pouvoir avoir une activité économique légale. Donc, quelque part, le gouvernement, il crée une sous-classe de travailleurs sans droit, mais qui est là, à disposition pour certains secteurs d'activité, pour travailler à moindre coût. Et c'est toute la population qui en paye le prix. Parce que quand une catégorie professionnelle est sous-payée et n'a pas de droit, elle tire toutes les autres catégories professionnelles vers le bas. C'est pour ça que c'est un combat qui doit être mené par les associations de droits humains, mais aussi par les syndicats et par tous les travailleurs qui veulent garantir leurs droits. Si on accepte que les sans-papiers et les personnes en situation de migration soient traités comme ça, on accepte que toute la société voit les droits fondamentaux tirés vers le bas. C'est pour ça que c'est un combat qui est tout à fait universel. Alors j'ai envie de réagir sur plusieurs choses. Peut-être là vous parliez du fait qu'il fallait s'associer pour mener ce combat. Pierre Galland, c'est peut-être aussi un peu l'idée derrière cette initiative du 21 mars. On sait aussi que le 23 mars, il y aura une grande manifestation à Bruxelles contre le racisme et les discriminations. Aujourd'hui, c'est ça que vous essayez de mettre en place, une espèce de résistance au niveau des associations progressistes? Il ne faut pas oublier qu'il y a une plateforme 21 qui existe, qui réunit un nombre incalculable d'associations qui vont réagir pendant toute la semaine du 21 au 23. Il y aura partout en Belgique, en nord au sud, des citoyens pour exprimer avec leurs associations, mais en tant que citoyens aussi, leur refus de voir cette politique discriminatoire à l'encontre d'une partie des gens qui vivent dans notre pays, qui travaillent dans notre pays, qui ont des enfants dans ce pays, qui vont à l'école, etc. Donc il y a cette réaction.
Ce qui nous inquiète aujourd'hui, c'est ce que vient de dire Sarah. C'est que le programme gouvernemental est un programme qui va exactement à l'encontre de l'ensemble d'un dispositif respectueux des droits des gens et respectueux de notre propre législation. Il ne faut pas se tromper. Si on lâche sur ce secteur-là, c'est-à-dire si on affaiblit le corset juridique de notre pays dans cette matière, mais demain ce sera dans d'autres matières. Donc aujourd'hui, moi je pense que chaque citoyen, chaque organisation doit prendre conscience que c'est pour notre démocratie que nous nous battons contre un gouvernement qui a déraillé. Et que, tout à l'heure Sarah le disait, qu'en plus c'est encouragé au niveau européen. Aujourd'hui Frontex est une abomination. Ce sont des gens qui reçoivent des budgets qui ont doublé en moins de 2 ans pour faire en sorte qu'on assèche les routes migratoires. Dans le même temps, notre gouvernement réduit son aide au développement. Donc on rejette les gens chez eux, on réduit l'aide au développement, on les met dans des situations qui sont absolument à l'antithèse des idéaux de fraternité, des idéaux de solidarité et des droits humains que nous défendons. Oui, Serge Bagamboula, du coup, quels sont pour vous vos moyens d'action? Parce que effectivement, vous rencontrez ces personnes sans papier qui sont désespérées aujourd'hui, j'imagine, face à cette politique migratoire qui est annoncée. Ce que nous disons auprès de ces personnes, l'abandon, ce n'est pas une option actuellement. Il faut être debout et voilà, continuer à créer des ponts avec les Belges, montrer que vous êtes des citoyens, participer aux activités. Voilà, rendez-vous est visible. Il y a le comité des femmes sans papier avec sa chorale qui essaie de porter cette voix. On est partout, donc voilà. Là, on a commencé par exemple un tour de rencontres avec les bourgmestres qui nous connaissent bien, qui connaissent la réalité, parce que les bourgmestres, c'est les premiers citoyens qui touchent vraiment la réalité dans le terrain. Hein, ça se touche pas au fédéral. Les gens sont dans les communes, voilà. Si aujourd'hui, le fédéral se décide de réduire les places de 37 000 à 11 000 places, et où iront ces personnes-là? C'est à la gare du Nord, c'est à la gare du Midi, et c'est d'autres problèmes qui seront créés. Donc, là où il y a déjà le désordre, le gouvernement vient ajouter le chaos. Voilà. Aujourd'hui, moi, je pense que toutes ces luttes contre la pauvreté, toutes ces choses-là, ça doit se faire vraiment sans le rejet de l'autre. Il faut qu'on se rende compte que non, vraiment la migration, ce n'est pas une menace, mais c'est une opportunité, c'est de l'espoir. Il faut accepter les gens, il faut les intégrer. Il y a des gens qui sont déjà formés, il y a la question des métiers en pénurie. Ceux qui le disent, ce n'est pas les sans-papiers, ce sont les entrepreneurs qui le disent. Voilà, ce sont Actiris le dit, aucun sans-papier ne travaille à Actiris. Donc cette réalité-là, qu'est-ce qu'on en fait? Alors qu'il y a des gens qui sont formés ici, qui ont des compétences, pourquoi pas les embaucher? Moi, je connais beaucoup de femmes qui ont été formées, infirmières, soignantes, tout ça là. Je connais des médecins, je connais. Donc, il faut vraiment qu'on évite d'être dans les dénis, il faut être vraiment pragmatique, penser que non, voilà, l'humain doit être au centre de préoccupation. On pensait vraiment que ça changerait, mais bon, on ne s'attendait pas à grand-chose avec ce gouvernement, mais là, ils ont touché quand même le fond, le pire du fond. Mais nous, on se dit que non, abandonner, ce n'est pas l'option. Il faut continuer à créer les ponts. Il faut vraiment que les Belges mettent les visages sur les sans-papiers, qui se disent que non, ce sont nos voisins. Ils sont là depuis des années. Le vivre ensemble, on construit avec eux. La cohésion sociale, c'est tout ça là. Ce n'est pas dire que non, voilà, c'est pas bien. Sarah de Liemchine, vous vouliez réagir? Oui, moi je voudrais dire aussi que je crois qu'on est beaucoup d'associations à travailler sur cette question et qu'il faut effectivement essayer de se rassembler. Il faut aussi en fait rendre aux citoyens sans papier, moi j'aime bien utiliser le mot citoyen sans papier, parce que je trouve que ça rappelle qu'ils ont une citoyenneté active en fait, c'est pas juste des personnes, ils se forment, ils travaillent, ils consomment, voilà, et donc il faut redonner un espace de parole comme sujet en fait aux citoyens sans papier. Ils ont beaucoup à dire, ils ont beaucoup à revendiquer en fait par eux-mêmes et nous on trouve ça important. J'aimerais aussi faire un appel large aux forces progressistes. Ça fait très longtemps que je trouve qu'on a abandonné l'idée d'avoir un vrai projet par rapport à la migration à gauche. On est dans des discours et des programmes qui sont en face des discours de droite ou contre les discours de droite, mais on ne pense pas nous-mêmes la migration comme un enjeu de demain.
Des règlements géopolitiques, des règlements climatiques ne vont faire qu'accentuer de manière exponentielle les flux migratoires dans les 10, 15, 20 ans. Qu'allons-nous faire de cette situation? Est-ce qu'on va augmenter les murs, faire de la Méditerranée un cimetière aquatique? Est-ce que nous, force de gauche, on ne doit pas aussi réfléchir à la fois sur la question des droits humains, sur les questions démocratiques et sur les questions économiques, de faire de la migration un enjeu pour en fait rester dans une société humaniste telle qu'on la veut. Et ça demande le courage de parler de cette question migratoire et d'affronter que oui, c'est une question raciste et que comme force de gauche, on doit pouvoir s'en saisir. Pas simplement pour dire la droite fait mal, mais nous, la gauche, qu'avons-nous à proposer aux citoyens pour faire de la migration non pas un problème, je rejoins tout à fait, mais plutôt une opportunité pour demain. Oui, c'est ça. Et quand vous parliez de lutte contre le racisme, vous faites clairement cette association entre le racisme aujourd'hui et cette politique migratoire. Si on appliquait le quart de ce qu'il y a dans l'accord de gouvernement à n'importe quelle autre catégorie de la population, les chômeurs, ou voilà, une catégorie tout le monde hurlerait au scandale. Si on accepte tout ça, si on peut aujourd'hui écrire tout ça, c'est parce que les politiques migratoires sont racistes, qu'elles sont encore extrêmement liées à notre histoire coloniale et qu'il y a un gros travail à faire en la matière. Et donc, il faut pouvoir affronter ça et la gauche, certainement, doit l'affronter. Oui, j'imagine, Pierre Galland, si la journée internationale de lutte contre le racisme était choisie pour cet appel à mobilisation, c'est évidemment pas un hasard. C'est pas par hasard, et c'est en plus avec l'appui, parce que c'est peut-être important de le dire, Sarah en face de moi, c'est le PAC, c'est Présence et Action Culturelle, ce sont les organisations des personnes sans papier, des citoyens sans papier, je trouve que l'expression est très bonne, mais c'est aussi la mobilisation avec le mouvement ouvrier chrétien, c'est aussi avec le CIRE, c'est aussi avec l'association de Médicassou, qui a quand même reçu le prix de la Fondation Henri Lafontaine à son temps, c'est le réseau Wallonie... le rassemblement de Wallons de lutte contre la pauvreté. De lutte contre la pauvreté, c'est évidemment le CAL, et je pense avoir fait le tour sans oublier In My Name, évidemment. Donc, nous réagissons c'est une première remobilisation, j'ai envie de dire, parce que ça va s'étaler toute l'année. Il ne faut pas oublier que la journée des migrants, c'est au mois de décembre. Eh bien, c'est tout un programme qui va être structuré petit à petit pour obtenir, comme le disait Sarah, des gouvernements précédents avaient déjà adopté des mesures qui étaient tout à fait inacceptables en termes de droits humains. Eh bien, ils ont dû faire marche arrière. Nous avons l'ambition aujourd'hui de nous mobiliser sur ce sujet-là pour que le gouvernement fasse marche arrière, c'est tout. Avec cette mobilisation, et nous pensons que les citoyens peuvent nous aider dans ce cas-là, parce que c'est leur propre intérêt, j'ai envie de dire. Nos populations sont vieillissantes dans le même temps, ne l'oublions pas, l'Europe est vieillissante. Donc ces flux migratoires, quelque part, c'est aussi un apport constructif pour permettre à nos sociétés de poursuivre le bien-être que nous avons partagé jusqu'à présent et de permettre à des gens aussi de venir bénéficier chez nous de formations et de pouvoir, à la limite, rentrer chez eux dans un projet de coopération et développement. Donc c'est très large. Oui, et je terminerai peut-être avec vous, Serge Magamboula, peut-être redire ce que vous disiez, mais c'est vrai que vous, une partie de vos actions, c'est aussi sensibiliser le citoyen belge, remettre un visage sur les citoyens sans papier. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, vraiment, nous interpellons les étudiants de s'approprier cette lutte, toute l'élite universitaire, voilà. Et tout citoyen doit s'approprier cette lutte, voilà. Et le rejet de l'autre, ce n'est pas un héritage qu'on peut laisser aux générations futures, hein. Voilà, il faut quand même se dire que non, l'humanité est faite comme ça. La mondialisation dont on parle, il n'y a pas que les marchandises, les humains se déplacent et il en est autant. Voilà. Les gens s'offusquent aujourd'hui de voir les migrants venir, mais jamais nous a montré les cargaisons du pétrole qui quittent le large du Congo-Brazzaville pour les côtes françaises. Mais ça, on doit s'offusquer de ça. Donc l'idée, c'est de se dire que non, voilà, on peut vivre ensemble, on peut construire ensemble et c'est possible. Donc nous avons besoin vraiment des hommes politiques, femmes politique courageux à l'idée de Robert Badinter qui avait pris l'initiative d'abolir de décider de l'abolition de la peine de mort. Aujourd'hui, c'est des hommes politiques de ce calibre-là que nous cherchons qui peuvent se dire que non, voilà, intégrer les sans-papiers, les citoyens, les migrants, voilà, c'est aussi donner de la vitalité au pays. C'est parce que quand les gens travaillent au noir, à qui ça profite? Ça profite à personne. On exploite les gens.
Et aujourd'hui, surtout sur la question des femmes sans papier, nous sommes nombreux à manifester il n'y a pas très longtemps, le 8 mars ou bien le 21 novembre de chaque année contre les droits des femmes. Mais les pires violences que subissent les femmes, elles sont institutionnelles. Hein. Quand vous les laissez sans droit, c'est quand même... voilà, on doit s'interroger. Donc aujourd'hui, vraiment, c'est d'appeler tout le monde à cette conscience nationale, se dire que non, voilà, on peut tout faire pour que vraiment... que ceux qui se dressent à l'horizon sur la traque aux migrants puissent avoir un échec et qu'on puisse intégrer les gens dans l'état de droit. Merci beaucoup vraiment à tous les trois. Alors je rappelle peut-être juste au niveau pratique, mais donc il y a cet appel à mobilisation des artistes, des citoyens le 21 mars. Il y a une pétition aussi qui est sur le site entreleslignes.be, donc www.entreleslignes.be. Et puis évidemment la coordination sans papier, le PAC local, toute une série d'autres associations mobilisées aussi pour ce 23 mars, manifestation nationale contre le racisme et les discriminations. Merci beaucoup à tous les trois. Je vous souhaite une belle soirée à tous. Merci. Merci. Merci.